on avis, va commencer. ça va prendre un. Attends. Ouais, De mais toute c'est façon, pour ça ça. charge un peu. Ouais. Comme ça, on arrivera plus ou moins à pile à 18h. Nickel, nickel. Normalement, là, c'est en live, Ouais, en là, on voit direct. aussi à gauche que c'est en live. Ouais. Ok, mais on va attendre un tout petit peu, puis on va pouvoir commencer. Mais moi, je vais mettre en mute. Hein. Ouais, effectivement. Et tu peux remettre du coup la personne que tu avais mis en attente. Ah, par contre, tu dois la supprimer. Mathieu, tu dois juste enlever. Ah, parfait. Nickel. Très bien. Encore une ou deux minutes. On y va. Hein. Pardon, encore une petite minute, puis On peut commencer, non, Quentin? Tu veux qu'on commence maintenant? Donc voilà, bonsoir à toutes et à tous. Je pense qu'on va démarrer ce live. Donc voilà, malgré le confinement et cette période donc très délicate dans laquelle nous sommes, l'équipe de Ustart Saint-Louis est très heureuse de lancer cette troisième conférence en ligne. Je souhaite tout d'abord remercier Monsieur Yvan Verhofstadt, qui est CEO et fondateur de MediMarket, pour sa présence ce soir. Mais je tiens également à vous remercier, vous qui êtes déjà si nombreux à nous regarder en direct. Donc nous faisons partie du club de Ustart Saint-Louis. Et à travers ce live, nous avons envie de vous faire découvrir un entrepreneur qui, nous en sommes persuadés, vous donnera envie de vous lancer dans l'aventure qu'est l'entrepreneuriat, quel que soit votre domaine, quelles que soient vos études. Il faut savoir que l'entrepreneuriat est un univers qui est accessible et ouvert à tous. C'est pourquoi nous avons invité Yvan Verhofstadt ce soir, car nous avons envie de vous faire découvrir un entrepreneur que vous avez sûrement déjà vu dans les journaux ou bien sur un plateau de télévisé. À travers cette discussion, nous allons revoir avec lui son parcours professionnel, universitaire, et nous parlerons ensuite de lui, de son actualité. Après cette discussion, il y aura donc une séance de questions-réponses avec vous, nos spectateurs. Mon nom est Quentin Maliard, je suis actuellement le président pour Ustart Saint-Louis. J'ai à mes côtés Augustin Gilliot, qui est un des nouveaux membres, et je vais lui céder la parole afin qu'il vous explique l'objectif de Ustart et notre rôle auprès des jeunes étudiants. Bonsoir à tous, à toutes et à tous. Je m'appelle Augustin Gilliot et je fais partie de Ustart Saint-Louis depuis quelques mois. Alors, Ustart, c'est quoi? Concrètement, Ustart, c'est une SBL qui regroupe une dizaine de clubs à travers toute la Belgique. Nous avons pour but de sensibiliser et de promouvoir l'entrepreneuriat auprès des jeunes. Nous organisons donc des conférences, des workshops, des interviews et des startups avec des intervenants qui viennent nous parler de leur expérience. C'est dans ce cadre aussi que nous avons comme invité ce soir Yvan Verhofstadt. Il faut savoir que le slogan du Ustart, c'est « From Passion to Impact », ce qui définit clairement la passion que les membres de Ustart partagent pour l'entrepreneuriat et l'impact qu'ils espèrent avoir auprès des jeunes. Au travers de cette conférence de ce soir, nous allons avoir une discussion avec Yvan Verhofstadt qui va nous parler de son expérience, de ses réussites, de ses échecs aussi, et de la gestion d'entreprise en période de crise. Donc n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat et nous y répondrons en deuxième partie de conférence. Bon live à tous. Merci Augustin. Donc comme je l'ai dit, nous avons vraiment beaucoup de chance de vous avoir parmi nous ce soir, Monsieur Yvan Verhofstadt. Puis-je me permettre de vous appeler Yvan? Oui, et puis la chance, tu verras après. Hein. On verra si c'est bien ou pas. J'en doute pas. Donc voilà, en un mot, mais bien sûr, ça ne résume pas votre personnalité ni votre parcours, mais vous avez été élu donc manager de l'année par le Trends en 2019. Ce n'est pas rien, on ne va pas se le cacher, mais nous avons une certaine fierté de nous avoir parmi nous ce soir. Je reste persuadé donc que votre présence ce soir aura un bel impact auprès des personnes qui nous écoutent, car vous êtes un entrepreneur inspirant, vous avez un parcours assez original et on pourrait tous s'en inspirer. Donc voilà, il y a sûrement un début à toute cette aventure. C'est pourquoi j'aimerais vous demander si vous pourriez nous présenter votre parcours scolaire et professionnel jusqu'au CEO de MediMarket que vous êtes à l'heure actuelle.
Ouais. Déjà, il y a un début à tout et pas forcément bien, parce que si je comprends bien, il y a quand même une majorité d'ingénieurs économiques ou d'ingénieurs gestion. Moi, j'ai hélas commencé par le droit. J'ai écouté mon discours de mariage il y a quelques jours et mon beau-frère disait, se foutant de ma gueule à mon mariage, que hélas, j'avais commencé le droit et que ma femme, voulant le rassurer, lui avait dit, mais en plus, il fait des grandes 10. Il dit, non, là, c'est 2 fois raté, quoi. Il fait le droit et il réussit bien. Donc, c'est sûrement un perdu. Donc, en effet, j'ai commencé par le droit. Et le droit mène à tout. Droit et sciences éco, parce que je ne savais pas choisir, en fait, entre les deux. Et puis, je suis devenu conseiller communal, en fait. À 18 ans, j'étais le plus jeune conseiller communal de Belgique. Et avec une bande de potes à l'UNIF, c'était un produit marketing assez facile à faire. Hein. C'était la politique a besoin de jeunes, un jeune a besoin de vous, je crois, mon premier slogan. Et cette élection communale, une super expérience parce que les gens qui étaient sur la liste à côté de moi, c'est d'une part Joël Milquet, j'étais au PSC à l'époque, le CDH ne s'appelait pas encore CDH, et à ma gauche, il y avait Dominique Armel. Et c'était passionnant parce que c'était la première élection de Joël, c'est la première fois qu'elle était élue. Je ne suis pas spécialement bien entendu avec elle, mais c'est quand même une personnalité assez riche. Je pense que ça, c'est une des premières leçons ou des premières choses que je voudrais dire à des students, c'est que rencontrer des gens intéressants, qu'on soit d'accord ou pas avec eux, je pense que c'est vraiment ce qui est le plus formateur et ce qui permet d'apprendre et de grandir le plus. Donc, chaque fois que Joël disait quelque chose, Dominique Armel devait dire l'inverse. Et donc là, je me suis dit, OK, la politique, c'est peut-être pas fait pour moi, en tout cas pas maintenant, en tout cas pas tant que j'en suis pas financièrement totalement indépendant. Parce que c'est passionnant la politique, mais si on doit être élu, ça peut fausser les choses. Et puis on finit par se dire, tiens, si je dis ça, je vais gagner ou perdre combien de voix, plutôt que de dire, si je dis ça, quelque part, est-ce que j'y crois fondamentalement ou pas. Donc c'était ma première expérience pendant l'UNIF. Donc à ce moment-là, vu que je voulais devenir ministre, je me suis dit, je vais plutôt continuer le droit. Et puis j'ai terminé le droit et je me suis dit, voilà, j'ai pas envie de devenir un technocrate juridique. Et j'ai rejoint la Clerics School. D'abord pour rajouter une corde plus économique à mon arc et puis pour apprendre à connaître un petit peu plus l'autre pays de notre pays, la Flandre, parce que Terverick, c'était encore en néerlandais à ce moment-là. Et donc, c'était un MBA ou un so-called MBA, si on peut dire ça comme ça, à la Vlerick. Ce qui m'a permis, grâce à la filière flamande qui est quand même puissante et parfois même plus puissante du côté francophone, et je pense que c'est une des questions aussi qu'on peut peut-être se poser de temps en temps, c'est pourquoi nos réseaux sont peut-être moins puissants et moins forts et moins structurés que du côté flamand. Grâce à cette filière-là, qui avait qualifié la Vlerick comme un top MBA, alors que c'était un so-called MBA, ça m'a permis de rentrer avec un shortcut chez McKinsey. Aussi une expérience extraordinaire chez McKinsey, expérience extraordinaire parce qu'on est confronté à des choses auxquelles on n'est normalement pas confronté à 24 ans. Je me souviens que mon deuxième projet, c'était chez un distributeur de courrier semi-étatique en Belgique, vu qu'on ne peut pas dire le nom, qui employait 40 000 personnes. Et l'objectif du patron, il allait rencontrer Steve Ballmer, le patron de Microsoft. Et il avait dit, I sign this with my blood, I will give a free PC for every single Belgian household. Et donc, le gars, il était persuadé qu'on allait pouvoir offrir un PC gratuit à tous les ménages belges parce qu'il avait dit à Steve Ballmer, il était monté à la conférence Microsoft aux États-Unis sur la scène et ils avaient fait un shake hands et ils allaient offrir un PC gratuit. Donc, il demandait à McKinsey de lui trouver le business model qui faisait qu'on allait pouvoir rembourser ce PC et que ça allait être économiquement rentable pour l'entreprise postale. Alors moi, j'étais le junior, j'étais mon petit Excel que j'avais quand même un peu appris à la Vlerick. J'y arrive pas. Alors j'appelle le chef de projet, je dis écoute, je suis désolé, je n'arrive pas à trouver un modèle économique qui fonctionne. Puis on appelle le directeur, on y passe la nuit, on n'y arrive toujours pas. Et le lendemain, heureusement, moi je devais juste appuyer sur les slides, on présente cette décision à quand même un patron, un des plus grands patrons de Belgique, 40 000 personnes à l'époque. Et je me souviens qu'il est rentré dans une colère noire, il a pris ses papiers, il a dit qu'est-ce que c'est que cette merde, je vous paye quand même assez cher que pour trouver une solution. Et vous venez nous dire que c'est pas possible, vous êtes qui, vous êtes où, qu'est-ce que vous foutez, c'est pas possible, etc. On s'est fait engueuler comme du pu, on a perdu 2 projets. Et pourtant, je pense en restant crédible ce jour-là, comme McKinsey, en disant, non, là, quelque part, il n'y a pas de solution. On était en 2000, la veille de l'explosion de la bulle. On a fait gagner énormément d'argent à la Poste. Et contrairement à tout ce que je vais vous dire après, je pense que parfois, il faut aussi être prudent. Être prudent et savoir dire non, et en tout cas rester sur sa ligne, et la ligne de la rationalité et pas de l'émotionnel. Et je pense que ça, c'est fondamental. Et moi, je peux vous dire qu'à 24 ans, je m'en suis souvenu toute ma vie, que ce gars-là, simplement par ego, quelque part, à un moment donné, il était sorti des lignes. Alors, je dis ça aussi pour redorer un peu le blason de McKinsey, parce que tout n'est pas toujours rose chez McKinsey. On a la presse dernièrement avec Netis,
Je pense que McKinsey a peut-être eu un petit peu trop d'études de la part de Netis et qu'à un moment donné, ils ont été un petit peu trop gentils dans la valorisation du groupe et dans les magouilles qui ont peut-être eu lieu à ce niveau-là. Mais ça n'a pas toujours été le cas. En tout cas, une expérience extraordinaire. Je m'étais juré, ça c'est aussi une leçon que moi, en tout cas, sur laquelle je vous encourage, je m'étais juré de dire le jour où je rentre chez McKinsey, le jour où je deviens chef de projet, je pars. Et je pense que ce qui est important de retenir là-dedans, c'est que souvent on a des cages dorées dans une carrière. On peut se retrouver dans un poste où il y a un certain confort, où on est bien payé et qu'on a peur de perdre. Et parce qu'on se dit, c'est vrai que je ne sais pas de quoi sera fait demain. Mais je pense au contraire que c'est super important d'arriver à un moment donné à se dire, ben voilà, moi je quitte, je reprends le risque de retrouver une page blanche. Ok, peut-être que cette fois-ci ça ne va pas marcher, peut-être que ça va marcher, mais en tout cas ça donne l'opportunité de continuer à avancer. Et donc le jour où j'ai été nommé chef de projet, j'ai fait mes 3 échelles, les 3 échelons, et puis quand je suis arrivé chef de projet, le jour même j'étais rendre ma démission, qui avait été complètement dingue, qui va enfin commencer à gagner beaucoup de pognon. Pourquoi tu te casses? Parce que je pense que j'ai fait la partie du parcours la plus intéressante, la plus passionnante, la courbe d'apprentissage la plus forte. Et maintenant, ça va un peu plafonner. Et puis en plus, McKinsey ne me correspond pas fondamentalement. J'ai envie de faire d'autres choses et donc j'ai envie de partir. Voilà, donc ça, c'était pour la première partie de ma vie. Et puis après, je suis arrivé comme patron de Daily Trader. Donc là, j'avais 27 ans. L'administrateur délégué disait toujours que j'en avais 32, donc j'ai gardé 32 ans pendant longtemps. Et puis après, j'ai eu les cheveux gris et c'est parti en couille. Mais à cette époque-là, j'avais donc 32 ans pendant 5-6 ans. Et donc des traders passionnants, des traders étaient quasiment à la faillite, beaucoup de problèmes avec les syndicats, problèmes syndicaux parce qu'il fallait fermer, il y a eu des braquages, et puis il fallait fermer à 2, puis il fallait fermer à 3 à 22 heures un daily trader. Si vous fermez un daily trader à 22 heures à 3, c'est pas rentable parce que le trafic entre 20 heures et 22 heures il est très faible, ça n'a pas de sens. Donc il a fallu désamorcer quelque part cette bombe syndicale, trouver des moyens financiers que l'actionnaire ne voulait plus nous donner, et puis réinventer le concept. C'est ce qu'on avait fait à l'époque. On avait inventé le concept que vous connaissez peut-être encore chez Daily Trader, avec des meubles en bois, un peu imitation pain quotidien, comme ça. Et puis, on avait fait un chouette magasin, un truc un peu sexy pour l'époque. Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas de produits adéquats à mettre dedans. Et donc, moi, j'avais construit un business plan au sein de Daily Trader en disant, mais oui, c'est bien d'avoir une jolie enveloppe, d'avoir fait une belle enveloppe, mais si on n'a pas les meilleurs produits à mettre dedans, on aura fait une belle enveloppe, mais on n'aura rien de différenciant. Il ne faut pas prendre les gens pour des billes. Ce n'est pas parce que c'est joli qu'on va pouvoir leur vendre 30% plus cher si on donne les mêmes produits que vous trouvez chez Carrefour, chez Cora, etc., etc. Et donc, il faut qu'on fasse un upgrade. Et les seuls produits qui existaient à l'époque, c'était de la boulette et du bol au vent. Et donc, j'avais fait un business plan. J'étais convaincu que j'allais convaincre l'actionnaire. Donc, je vais à Paris, rue de la Boétie, juste à côté des Champs-Élysées, au dernier étage, 10e fortune de France, M. Bourriès. Et puis, je dis, voilà, je présente mon business plan. Et puis, il me dit, ben non, pas d'intégration verticale. Nous, on n'est pas comme Intermarché. Alors, Intermarché, dans la petite histoire, ils ont des bateaux, une flotte de bateaux. Et donc, voilà, c'est un traumatisme parce que la flotte de bateaux n'est pas rentable. Et donc, on est des distributeurs. On doit se focaliser sur le corps de notre métier, qui est la distribution. Et moi, j'ai dit, écoutez, très bien, si vous n'êtes pas d'accord, sachez simplement que moi, je vais démissionner parce que je ne crois pas à l'avenir de Daily Trader s'il n'a pas un élément différenciant. Son USP, ce sont les plats préparés, et il a les mêmes plats préparés dégueulasses que tous les autres. Donc, moi, je vais démissionner. Puis, je me rappelle, le gars me dit, monsieur Roussoir, tu es un Français très parisien, vous êtes bien sûr de vous, est-ce que vos chiffres sont justes? Et moi, j'étais convaincu que j'allais le convaincre, donc je lui dis, évidemment que mes chiffres sont justes. Puis il me dit, faites-le vous-même. 2 leçons là-dedans. Première, c'est que parfois, on prend des claques et on prend des noms. La deuxième, c'est que quand on prend des noms, c'est une occasion pour apprendre quelque chose et en tirer quelque chose de plus. Une semaine après, je rendais les clés de ma bagnole. Je démissionnais en effet pour construire moi-même une usine de plats préparés alors que je n'avais jamais cuit un œuf avant ça dans ma vie. Et voilà, on a retrouvé une vieille saumonnerie qu'on a rachetée avec l'aide de Denis Benavest. Et on a racheté une vieille saumonnerie, ça sentait le saumon fumé pendant des mois. Et on a commencé à faire des plats préparés au début, 1, 10, 100, 1000. Et à la fin de Daily Trader, on faisait 30 000 plats par semaine. Le problème, c'est que Daily Trader n'était qu'un de nos clients. Et donc, avec cette usine, on était fournisseur de Daily Trader, mais aussi d'autres chaînes, qui pour Daily Trader, à mon avis, restait une erreur stratégique importante. Mais pour moi, en tout cas, c'était l'opportunité de faire le pas de l'entrepreneuriat. Donc, l'entrepreneuriat qui arrive de nulle part, c'est l'opportunité à prendre et à choper à un moment donné et se dire et avoir suffisamment confiance que pour se dire, voilà, si je me retrouve sans rien, ce n'est pas dramatique. Si ça ne marche pas, je rebondirai. Mais ça vaut la peine d'essayer. Et quand l'opportunité se présente, il faut sauter dessus, même si on n'y connaît pas grand-chose. Tu voulais dire quelque chose? Non? Ah non, pardon. Je vous écoute.
Mais donc voilà, l'opportunité de le faire. Et donc, je fais ça. Puis à un moment donné, chez Divine Cuisine, ça s'appelait Divine Cuisine, on se retrouve un peu à l'étroit. On essaie de fusionner avec Torbeek. Torbeek, c'est les gens qui font Come à Casa. Puis ça rate, dernier conseil d'administration, j'étais déprimé. J'avais une belle enveloppe derrière, je n'ai pas pu en profiter. Et pour finir, on a fusionné alors avec Viangro. L'idée de fusionner, c'était que l'entreprise devenait un peu trop petite. Et je pense que ça, c'est important quand on fait un projet, c'est qu'à un moment donné, le projet doit être à l'ampleur ou à la taille de l'ambition qu'on veut avoir pour nourrir cette ambition. Et là, j'étais arrivé un petit peu au bout. Donc, je me dis, en fusionnant les deux, on va pouvoir aller à l'étranger. Par contre, Viangro allait moins bien que prévu. Et donc, après quelques mois, plutôt que d'aller à l'étranger, j'ai été voir le patron, l'actionnaire de Viangro. J'ai dit, écoutez, arrêtez parce que là, on va se prendre la montagne. Il n'y a plus d'argent chez Viangro. Dans 3 mois, vous ne pouvez plus vivre. Or, Viangro, c'est une entreprise qui, en saison, fait 800 personnes qui font des brochettes. Ce sont des personnes peu qualifiées, issues de l'immigration. Donc, des gens à qui il faut absolument pouvoir donner un job dans un tissu comme celui de Bruxelles. Et donc, je pense que c'est vraiment une boîte auquel j'étais vraiment attaché. Je dis, mais tu ne te rends pas compte que tout va partir à volo. Donc, en effet, on a dû faire un cost-cutting, on a dû diminuer les coûts de 30%, on a retrouvé 13 millions d'euros de financement, la banque, la SRIB. Et le deal, c'était de dire, voilà, après, il va falloir jouer plutôt la défense que l'attaque. Moi, je ne suis pas vraiment un joueur de défense, à part au foot. Et donc, je ne resterai pas. Et ça, c'était le deal, c'est qu'après, je pars. Et j'avais un peu de mal à partir, je pensais que j'étais indispensable pour Viangro, etc., etc. Ma femme me dit, t'inquiète pas, dans 2 semaines, tout le monde t'a oublié, on part, on met les voiles, on va faire un tour du monde et tu verras bien que Viangro s'en sortira très bien sans toi. J'ai l'orgueil de dire que j'ai encore reçu un ou deux mails 3 semaines après notre départ, mais en effet, tout le monde m'avait oublié. Viangro a continué à survivre sans moi et donc ça confirme une fois de plus que les cimetières sont remplis de personnes indispensables. Et par contre, une super expérience de couper tout, de revenir, et j'avais beaucoup travaillé quand même dans cette entreprise-là, et puis de revenir, et c'était ça la volonté, de revenir sans rien, de revenir avec une page blanche, d'où peut-être votre titre. Et c'était ça l'idée. Donc j'ai été rechercher mon bureau chez mes parents de l'UNIF, je me suis installé dans la cave et j'ai commencé à écrire des business plans pour l'avenir. Et donc je me souviens que ma femme me disait, tu gagnes rien pour l'instant, ça fait déjà 6 mois qu'on est parti faire un tour du monde, maintenant tu gagnes rien. Je dis, je gagne rien, sauf que c'est peut-être la période la plus rentable de ma vie, parce que si j'arrive à valoriser ça après et que ma boîte fonctionne comme je l'espère, c'est peut-être le moment de ma vie où j'aurais mieux gagné. Mais c'est vrai que c'est tout ou rien. Et donc à ce moment-là, j'ai écrit différents business plans, puis dont un qui était celui de MediMarket. Et 6 mois plus tard, j'ai été voir des investisseurs potentiels et j'ai réussi à lever 4 millions d'euros sur ce business plan. Ils ont cru en l'idée, ils ont cru en la petite équipe que j'étais tout doucement en train de monter. Et ça nous a permis de démarrer l'aventure MediMarket. Voilà vraiment rapidement brossé l'histoire jusqu'au début de MediMarket. Donc, Yvan, si on en revient à vos études, est-ce que le droit, est-ce que ça vous a apporté quelque chose, ou est-ce que vous auriez par exemple peut-être plutôt dû faire des études économiques? Qu'est-ce que vous en pensez par après? Moi, je pense que, de fait, comme vous le disiez, je pense que ça peut être le droit ou ça peut être autre chose. Moi, je ne regrette pas d'avoir fait le droit parce que je pense que c'est une formation très structurante et je pense que ce qui est clé, ce n'est pas tellement ce qu'on apprend à l'UNIF parce que franchement, à la fin, on oublie quand même une bonne partie de ce que vous avez appris et en fait, la vie des affaires, c'est assez simple. Moi, je disais à ma fille l'autre jour qui me faisait demander des trucs en maths, je suis désolé, je ne sais plus répondre à ça, mais moi, mon business, il est simple, c'est des plus et des moins. Un compte d'exploitation, c'est des plus et des moins. C'est beaucoup plus simple que des intégrales et des dérivés. Donc, non, je pense que la vie des affaires, c'est plus simple. Par contre, avoir une structure, avoir une logique, avoir une vision, et tout ça, c'est des choses qu'on peut apprendre dans des études de droit, qu'on peut apprendre dans des études d'un ingénieur de gestion ou dans autre chose. Je pense que la clé, c'est ce qu'on formate dans le cerveau, puis la clé, c'est la capacité à le transférer. Après, le droit, moi, me plaît. Je trouve que le droit a quelque chose de beau. Il m'a été utile dans MediMarket, clairement, parce qu'on a dû utiliser le droit et on peut y revenir après. Mais moi, j'adore le droit quand il peut être créatif. Je donne un exemple. J'ai pas le permis de moto. Je voulais absolument avoir une moto. J'ai pas le temps de passer mon permis, tout le Bataclan. Il y a un gars qui avait le même problème que moi. Il a lu les textes européens, le règlement européen, et il a vu qu'une moto pouvait être qualifiée
de voiture s'il y avait un écartement de 46 cm, un rétroviseur et un frein au pied. Et il a créé la Piaggio MP3 pour répondre à un segment de marché. Donc parfois le droit, c'est juste pour citer un exemple, parfois le droit donne la capacité de contourner la règle, et donc le gars clairement, il a trouvé ça et il a créé un produit uniquement sur une base juridique pour répondre à un besoin du consommateur. Et je crois que l'économie, c'est répondre à un besoin du consommateur, le business, c'est répondre à un besoin du consommateur. Le droit peut être un des moyens d'y arriver. C'est Augustin. Voilà, donc voilà. Maintenant, on a encore quelques questions par rapport à votre parcours après. Donc, qu'est-ce que vous conseillez maintenant aux jeunes qui veulent se lancer? Vous avez quand même recommencé plusieurs fois à partir de zéro et vous êtes parti du jour au lendemain de plusieurs sociétés. Et donc, qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes qui n'osent pas se lancer et qui ont peur de se lancer? Je pense qu'il n'y a pas une solution. Il n'y a pas une solution. Je pense qu'il y a plusieurs objectifs, il y a plusieurs manières de faire. Moi, j'ai chaque fois lancé plutôt de zéro et plutôt seul au départ, puis rassembler une équipe avec moi et puis développer avec cette équipe. Il y en a d'autres qui vont se sentir beaucoup plus à l'aise de démarrer directement à deux pour porter le truc à deux. Troisième, il va dire je préfère reprendre un truc existant et le développer. Et le quatrième, il va faire de l'entrepreneuriat, l'intrapreneuriat au sein de l'entreprise. Et ça, c'est vrai ça, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est qu'il y en a qui vont dire, comme je disais, à taille de ce qu'on est, il y en a quelqu'un qui va être tout aussi heureux en créant un magasin. Voilà, mon épouse, elle a créé un magasin de vêtements. Elle prend son pied. Pour moi, ça a autant de valeur que de créer une boîte de 600 ou 700 personnes. Je veux dire, il n'y a pas une formule, il n'y a pas quelque chose qui a plus de sens. Il faut le faire en fonction de ce qu'on est, de ce qu'on ressent. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas avoir peur, pour reprendre ton terme, Augustin. Et je pense que ça, c'est fondamental. Et je pense que ce qu'on ne nous apprend pas assez, justement, c'est à dépasser ces peurs. Ce n'est pas être freiné par ces peurs. Et je pense que la manière dont on enseigne aujourd'hui, elle est beaucoup trop orientée sur les peurs. Et que ça, c'est vraiment un enseignement que j'ai. Je veux dire, ce qui est certain dans la vie, c'est qu'il faut oser. Ce qui est certain dans la vie, c'est qu'on va rencontrer des obstacles. La vie, moi, je dis souvent, c'est un 8, avec des moments où on est au top. Il ne faut pas trop s'exciter quand on est au top, parce qu'on sait qu'on va redescendre. Si on s'excite de trop, on va redescendre, on va reprendre une élastique, on va descendre tout en bas. Et pareil, quand on est tout en bas, je pense qu'il faut rester très, très calme, parce qu'on sait que la vie, elle fait qu'on remonte. Et que ce soit dans la vie privée, que ce soit dans la vie des affaires, je pense que réussir à garder la tête froide par rapport à ça, c'est Marc Aurèle qui disait ça, c'est qu'il faut construire sa citadelle intérieure. Et je pense que dans un business qu'on n'apprend peut-être pas aussi assez à l'UNIF, c'est que fondamentalement, ce que vous êtes, vous, comme personne, d'abord, rien ne peut le toucher. Et ce que vous allez vous construire comme confiance en votre personne et en l'importance de ça, sur laquelle vous allez pouvoir construire ce que vous êtes, ça, c'est le plus important. C'est le fondement qui permet de tout faire. C'est mieux qu'un trampoline. Et chaque fois, c'est cette capacité, quand on se fait attaquer et quand on rencontre des obstacles, à se dire, OK, je peux respirer. Je reviens dans ma citadelle intérieure de Marc Aurèle. Et là, j'ai une base d'attaque. Ce n'est pas un truc, ce n'est pas une tour d'ivoire, c'est une base d'attaque, pour reprendre ces termes. C'est une base d'attaque d'où on peut, loin de l'émotion, quelque part gérer les choses. Et je pense que le business, c'est ça. On le voit avec la crise de Corona maintenant, mais des crises, on en a tout le temps. Des problèmes, on en a tout le temps. Et donc, la clé d'un bon manager, c'est quoi? C'est quelqu'un qui arrive à tirer quelque chose de positif des problèmes. Il y a un bouquin qui s'appelle L'obstacle et le chemin et qui, moi, je trouve assez parlant. Et je pense que la clé de la réussite, elle est justement au moment où on fait face à un obstacle. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'on va faire face à un obstacle. Mais c'est d'arriver à réagir et à contourner cet obstacle et à vivre avec et à transformer en quelque chose de positif. Quelque chose de positif qui peut être simplement un apprentissage. Ok, merci beaucoup. Peut-être une question également sur votre parcours. On se demandait, donc à l'heure actuelle, vous êtes entrepreneur, mais on se demandait, pendant vos études universitaires, quel genre d'élève vous étiez et est-ce que vous aviez déjà ce métier futur donc d'entrepreneur en tête ou bien vous imaginez quelque chose de différent? Comme je disais, j'avais la honte de beaucoup travailler quand même un petit peu. Donc voilà, je sortais pas mal, mais je travaillais pas mal. Moi, je pense que, et c'est ce que j'arrive pas tout à fait encore à faire avec mes enfants, mais bon, enfin, si avec ma fille, ça marche plus ou moins, mais mes garçons pas, c'est que je pense que ce qui est gai, c'est d'être passionné. Et c'est d'y aller à fond. Et moi, j'ai toujours fait toutes les choses de manière passionnée. Si on devait dire un trait de caractère,
c'est que je suis passionné. Donc, à un moment donné, j'étais passionné par mes études, je voulais réussir. Je me souviens que quand je roulais sur l'autoroute avant d'aller aux examens, je me disais toujours, ah, Yvan, si on te donne un 12, tu prends. Et je disais toujours, non, je ne prends pas un 12. J'accélérais et je disais, non, je ne veux pas un 12, je veux minimum 14. Je vais chercher le minimum le 14. Ça n'a pas toujours marché. Mais au moins, avec cette mentalité-là, ça m'a toujours, c'était un jeu, quoi. C'était comme un match de foot où j'allais déchirer et je ne voulais pas. On me donnait un 12, ouais, c'est la sécurité, mais ça ne m'intéressait pas, je voulais chercher. Voilà, parfois ça a réussi, puis parfois ça n'a pas réussi. Mais c'est ça qui est passionnant. Et quand on sort, il faut sortir à fond. Et puis quand on bosse, il faut bosser à fond. Et puis voilà, la seule chose, c'est qu'à un moment donné, il faut trouver l'équilibre avec la vie privée aussi. Parce que s'il y a tout faire à fond, ben, on peut parfois brûler par les deux côtés. Mais en tout cas, moi, c'est ce qui me passionne. Et je pense que chacun a son style et ces éléments qui sont clés. Donc plutôt studieux quand même. Et puis j'étais déjà conseiller communal aussi à 18 ans. J'avais les études, plus voilà. Pour répondre à votre question. Ok, Quentin, je pense qu'on peut passer au deuxième thème. Bien sûr. Donc voilà, on va à présent donc parler de cette fameuse page blanche qui apparaît donc dans le titre de notre conférence. Donc vous nous avez dit que vous avez voyagé pendant 6 mois donc avec votre famille à travers le monde et donc vous êtes rentré en Belgique comme si au final vous deviez tout recommencer, reprendre à zéro et donc repartir d'où chacun commence au final, donc le début. C'est donc là que vous avez créé MediMarket, la Successful Parapharmacie. Nous savons qu'à l'heure actuelle, donc la vente de médicaments subit une forte évolution avec beaucoup d'acteurs, mais MediMarket sort du lot. Du coup, on voulait se demander au final qu'est-ce que c'était MediMarket et en quoi votre initiative est-elle unique et innovante? Je pense que, parce qu'on dit toujours, oui, toi, tu as une idée, il y en a plein des idées. La seule question clé, c'est de se dire qu'est-ce que je peux apporter ou qu'est-ce qui, dans la manière dont les choses fonctionnent, on parlait tout à l'heure de la MP3, mais il y en a encore plein d'autres. Comment est-ce que je peux mieux répondre à un besoin client? Et je pense que toute innovation part du besoin client. Et c'est ça la seule question, c'est quel est mon besoin client? Je me souviens chez Veric, j'avais dû faire un travail de fin d'année et le gars était convaincu que c'était la solution fondamentale, des serruriers qui étaient faits par des screenworkers, des menuisiers. Il dit, ah ouais, et je vais dire que ce sont des menuisiers, et vu que c'est des menuisiers, ça va cartonner. Et puis on a interrogé les gens, et les gens me disent, que ce soit un menuisier ou pas, on n'en a rien à foutre. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils changent la serrure plus ou moins proprement, et ça peut être un Polonais, du moins qui le fait bien. Donc je pense que la question clé, c'est d'écouter le consommateur. Et donc on lui a dit que ce n'était pas une bonne idée. Et si le consommateur dit que c'est ça qu'il faut, il faut tout changer. Regardons les banques. Quand moi j'avais votre âge, les banques, on allait encore tout le temps au guichet, quoi. Et je me souviens chez McKinsey avoir fait un projet à ce point débile. Et McKinsey, je payais cher la journée. Hein. On avait fait un petit film avec un gars qui passait comme ça derrière un écran et puis il disait « Bonjour, je suis votre banque ». Enfin, un peu moins débile que ça quand même, mais à peu près quand même. En expliquant que demain, la banque ne se ferait plus. Et les banquiers avaient du mal à l'entendre, avaient du mal à le comprendre. Ils disaient « Non, mais nos guichetiers ont vraiment une valeur ajoutée ». Non, on leur disait « C'est fini ». Le client, il viendra il viendra pour des conseils personnalisés, puis le reste, il va le faire via Homebank, via son smartphone demain, et donc arrêtons ça. Et donc les banques ont dû shifter complètement, et on le voit encore maintenant avec des plans de restructuration qui sont très très durs, simplement parce que c'est ce que le client veut qui arrive. C'est comme en foot, à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Mais en business, à la fin, c'est le besoin du client qui est celui qui prend l'avantage. Et donc, les banques ont dû complètement shifter leur business model, complètement se réinventer au risque de disparaître. Et donc, toute idée part vraiment du besoin client et de la relation client. Encore un autre exemple. Prenez Booking. C'est quand même hallucinant de se dire, dans une industrie capital intensive où l'immobilisation financière est monstrueuse, hein, les hôtels, je ne sais pas combien de milliards d'euros on parle d'immobilisation financière. Dans cette industrie-là, il y a un gars qui arrive à capturer entre 10 et 15% de la valeur en n'ayant aucune immobilisation corporelle, simplement en ayant la relation client, simplement en facilitant la vie du client, qui inverse le rapport de force dans la chaîne de valeur et prend du pognon. Je veux dire, simplement parce qu'il laissait placer Uber la même chose. Quel est le besoin client? Pourquoi est-ce qu'Uber a fonctionné? Parce qu'à un moment donné, c'est plus facile, l'appel est simple, parce qu'on voit son truc arriver, etc., etc. Et donc, une fois qu'on a le besoin client, ben, les portes s'ouvrent de manière très, 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 très naturelle. Et donc, tout part de là. Et donc, moi, mon idée, c'est simplement, pour donner l'origine de l'idée, c'est mes beaux-parents ont une maison dans les Cévennes. Je ne sais pas s'il a déjà été dans les Cévennes,
Hein, on descend vers le sud de la France, on tourne à droite un peu avant la Côte d'Azur. C'est très beau, les Cévennes. C'est quelques rochers, des collines, des arbres, arides, il n'y a rien. Un petit village pas loin de leur maison, 2000 habitants, un bar tabac, parce qu'il y a toujours un bar tabac en France, une boulangerie, parce qu'il y a toujours une boulangerie en France, et puis une pharmacie, mais une énorme pharmacie. Et cette énorme pharmacie, chaque fois qu'on était au bord de la piscine, ma femme allait avec ses copines à la pharmacie. Je dis, qu'est-ce que vous foutez à la pharmacie? On est en vacances tranquilles et vous allez à la pharmacie. Mais c'est quoi le problème ici? Donc un jour, on a été voir avec des amis, on s'est rendu compte, c'est un supermarché de la pharmacie. Et de fait, ma femme, ses copines, chaque fois qu'elles étaient en vacances, elles allaient à cette pharmacie, elles faisaient des bonnes affaires, et elles passaient 1 heure là-dedans. Et voilà, donc je me suis dit, bon, c'est quand même peut-être pas une mauvaise idée ce truc-là, parce que même quand on est à la piscine, on préfère aller à la pharmacie. Donc c'est qu'il y a quand même un pouvoir d'attractivité qui est important, et donc c'est quand même un autre modèle. Je suis revenu en Belgique après le tour du monde. J'étais voir des pharmaciens, je dis, mais vous connaissez ce truc-là? Oh, ça, c'est pas possible, ça, légalement. Non, et puis en plus, le patient belge, il veut pas de ça. Là, c'est pas possible. Je me suis dit, mais là, il y a vraiment une opportunité. Si on me dit que c'est pas possible, c'est probablement que c'est une bonne idée. Et donc, au contraire, à ce moment-là, je me suis dit, voilà, il faut qu'on parte dans cette direction-là, parce que c'est ce qui a sûrement du sens, c'est de créer ce concept. Alors, on l'a démarré, on a préparé, c'est sur ces bases-là que j'ai préparé le business plan, en allant voir. C'était assez marrant, je vous donne juste un truc pour ceux qui doivent faire un travail là-dessus, sur des études de marché. Donc, on allait pendant des heures sur le parking compter le nombre de clients qu'il y avait, puis on leur demandait quel était le montant de leur panier, enfin, on essayait d'imaginer le chiffre d'affaires de la pharmacie. Jusqu'au jour où on s'est rendu compte qu'il y avait un petit numéro sur le ticket, tout en bas, qui était un numéro séquentiel du matin jusqu'au soir. Donc, il suffisait de venir acheter un produit le matin, puis revenir acheter un produit le soir. Vous saviez combien il y avait de clients toute la journée, plutôt que de poireauter sur le parking pendant toute la journée. Si je vous ai déjà fait gagner quelques heures aujourd'hui, ça aurait été au moins pas tout à fait inutile comme live. Mais donc, ça, c'était un truc. Et puis, l'autre truc, c'est de demander. Parce qu'après avoir fait ça et qu'on était tout fiers, un jour, j'ai simplement invité le patron de cette pharmacie française à manger. Et il m'a raconté tout, ses marges, son chiffre d'affaires, son nombre de personnes, etc. Parce que les gens, quand on s'intéresse à eux, ils ont tendance quand même à raconter beaucoup de ce qu'ils font. Et donc, ça m'a beaucoup aidé pour préparer le business plan. Et puis, en Belgique, on m'a toujours dit non, c'est pas possible, ça marchera pas, ça marchera pas. Et là, on a quand même avancé. Et puis on a stressé, on a levé l'argent, on a ouvert le premier magasin à Gosselies en décembre 2014. Je me souviens, on avait balayé jusqu'à la veille, il n'y avait pas de châssis, enfin, c'était vraiment l'enfer. J'étais tellement stressé que je n'osais pas aller dans le magasin, il y avait une petite caméra, j'étais derrière la caméra, je me disais, mais est-ce qu'il y a des gens qui vont passer cette putain de porte demain matin? Est-ce qu'il y a des gens qui vont rentrer ici? Est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça ne va pas marcher? Et notre chance, c'est qu'il y a des pharmaciens qui sont rentrés, qui sont énervés à crever, qui ont dit qu'on était des pourris, qui ont pris des têtes de gondole, qui les ont jetées par terre. Et du coup, ça a fait beaucoup de bruit. RTL est venu. On était au JT de 13h, puis on était au JT de 19h sur RTL. Et du coup, ça a fait beaucoup de bruit, de bouche à oreille, et ça a été un vrai succès, ce premier magasin. Voilà. Après, pour l'expansion, juste par rapport à la stratégie, et on y reviendra après, mais il y a autre chose dont je voudrais vous parler. Après, ça a été une stratégie d'expansion très rapide, parce qu'on parle toujours du first mover advantage. Mais le first mover advantage ne va pas à celui qui a créé, il va à celui qui a fait le scale-up, qui a fait la croissance la plus rapide. Il y a énormément de technologies, il y a énormément de bonnes idées, mais qui restent dans les cartons, qui restent anecdotiques et puis qui se font dépasser par quelqu'un qui a limite une idée un peu moins bonne, une technologie un peu moins bonne, mais qui a une capacité à la développer, à prendre le marché, à prendre de la place dans le marché plus forte. Et donc, je pense que ça, cette vitesse, pour garder ce first mover advantage, est vraiment importante, mais on peut revenir à la stratégie après. Je vais juste donner une autre anecdote sur les obstacles et les problèmes qu'on peut rencontrer quand on lance un business comme celui-là. Donc, on ouvre notre premier magasin, ça commence à marcher, les pharmaciens s'énervent un peu, les clients, par contre, sont super contents. Et puis, après une semaine, les grossistes, donc on avait une pharmacie et une parapharmacie. Les grossistes, parce que vous savez, quand vous allez à la pharmacie, vous pouvez, vous dites, je veux tel produit, si on ne l'a pas en stock, la pharmacienne vous dit, revenez à 17h ou à 18h ou dans l'après-midi. Donc, les grossistes passent minimum 2 fois par jour. Et était à ce moment-là, vu qu'on n'avait qu'un magasin, notre plus grande source, on n'avait pas encore notre propre dépôt, c'est notre plus grande source d'approvisionnement. Et tous les pharmaciens de Charleroi se sont rassemblés dans les locaux de l'Union professionnelle de Charleroi et se sont mis d'accord, on signait une lettre tous ensemble, complètement illégal, on signait une lettre tous ensemble en disant on va mettre pression sur les grossistes pour leur interdire de livrer ce nouveau joueur.
Et donc, nous, les grossistes nous appellent le lendemain, ils disent Monsieur Rockstrad, c'est fini, je suis désolé, on ne peut pas vous livrer parce que si on vous livre encore, on perd tous nos autres clients. Vous serez le seul client qu'on a encore et vous comprenez bien que vous ne représentez encore rien du tout par rapport aux autres. Et il y avait une tournante, en effet, sur le parking, il y avait des photos de tous les grossistes qui nous livraient. Ils se relayaient à tour de rôle, les pharmaciens, ils mettaient un gars sur notre parking pour vérifier s'il y avait un grossiste qui venait nous déposer la marchandise. Et c'est là qu'on retombe sur le droit, parce qu'à ce moment-là, on se dit, bon, ben, tout est foutu. J'ai levé mes 4 millions d'euros, j'ai ouvert mon premier magasin, ça fait juste 1 an et demi que je travaille pour rien. Qu'est-ce qui se passe? J'arrête tout, je pleure ou je fais quoi? Je reprends les textes légaux et je dis au grossiste, je dis, mais attention, vous êtes grossiste répartiteur, vous avez une parcelle de l'autorité publique, et donc vous devez me livrer. En fait, la loi impose que vous me livrez. Sauf que la loi impose qu'il me livre dans les 72 heures, dans les 3 jours. Or, comme je vous dis, les pharmacies, elles sont livrées 2 fois par jour. Donc moi, si je l'obligeais à me livrer comme ça, je n'aurais pas pu dire aux gens revenez à 17 heures aujourd'hui, j'aurais dû dire revenez en 3 jours. Ce qui, d'un point de vue commercial, est impossible, évidemment. Alors, il faut continuer à lire dans la loi et dans les petites lettres d'un autre article, il est mis oui, sauf si vous venez au comptoir de garde chez un grossiste qui n'est peut-être pas le vôtre, que vous venez sur place, il doit vous livrer dans l'heure. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a loué une camionnette et on a envoyé notre camionnette dans les différents grossistes, chercher la marchandise, et ils étaient obligés de nous livrer. Cette camionnette n'était pas brandée. Et donc, on revenait avec notre camionnette, mais les pharmaciens ne savaient pas chez qui on était. Et en plus, on leur a dit, mais la loi, de toute façon, leur impose de nous donner. Et donc, grâce à ça, on a pu désamorcer cette bombe qui aurait fait qu'on aurait dû arrêter tout. Toute l'aventure s'arrêtait 1 semaine plus tard. Et donc, on a pu la contourner. On a pu rester calme, de nouveau, comme on le disait tout à l'heure, revenir aux fondamentaux, utiliser le droit et trouver une solution pour contourner ça. Sinon, on était mort. Ce boycott-là nous tuait dès le premier jour. Et donc, Yvan, c'est quoi vraiment l'impact que vous vouliez avoir dans la société en créant Medi-Market? Mais là, je dirais, je reviens alors un peu en arrière, parce que j'ai dit que l'origine de l'idée, c'était les Cévennes. Mais en fait, quand j'étais à l'UNIF et que je faisais un peu de politique, un de mes grands chevals de bataille, c'était 2 professions qui m'énervaient, les notaires et les pharmaciens. J'ai toujours dit que je trouvais que ces professions avaient reçu un privilège de l'autorité publique, et c'est vrai que c'est un privilège de l'autorité publique. Le pharmacien est le seul à pouvoir délivrer du médicament, le notaire est le seul à pouvoir faire signer des actes authentiques, et que quelque part, ce monopole ou ce privilège n'a plus été utilisé au bénéfice des gens, mais il a été utilisé par certains, en tout cas au bénéfice de la profession ou de certaines personnes de la profession. Et ça m'énervait très très fort. Alors on en discutait, j'ai de très bons amis notaires, ça n'empêche pas, je les adore, mais j'avais des très bons amis pharmaciens, ça c'est un peu fini. Mais voilà, et je pense que ça c'est fondamental, je veux dire, c'est de se dire non, moi ce que je veux, c'est pouvoir démocratiser la santé. Aujourd'hui, je suis choqué de voir, enfin j'étais choqué de me dire, voilà, de croire qu'il n'y avait qu'un seul modèle, qui n'est pas un modèle optimal en termes d'utilisation de la chaîne de valeur. Mon modèle n'est pas non plus optimal. Il correspond à un besoin, à une partie des gens. Mais en tout cas, ne pas imposer à tout le monde une seule manière de penser. Moi, je déteste quand on m'impose quelque chose, une manière de penser. J'avais envie de pouvoir aussi inventer ma manière de penser et pouvoir la mettre en œuvre le mieux possible. Et donc, à ce moment-là, donc déjà depuis, quand j'avais 18-19 ans, c'est un truc qui m'énervait, ces deux métiers-là. Et bon, le métier de notaire, c'est beaucoup plus difficile de le changer parce que là, juridiquement, ils sont bien blindés. Mais au niveau des pharmaciens, il y avait moyen de faire quelque chose. Et donc, moi, j'ai eu cette chance de pouvoir me dire, bon, on va s'attaquer au métier de pharmacien et on va le faire différemment. Je dis pas mieux, mais différemment. Et on va optimiser la chaîne de valeur. Et notre objectif, c'est de démocratiser les soins de santé. C'est de rendre les meilleurs produits accessibles au plus grand nombre. Et c'est ça l'objectif fondamental. C'est ça le why de Medi-Market. Le why de Medi-Market, c'est de dire on va démocratiser l'expertise santé, on va rendre la santé accessible à plus de gens. Il y en a d'autres qui vont dire non, moi je préfère mon pharmacien de quartier parce qu'il y a ceci qui fait pour moi. Aucun problème. Mais par contre, n'imposez pas à des gens qui n'en ont rien à foutre d'aller chez le pharmacien de quartier, de devoir y aller si eux, ils préfèrent avoir une chaîne où on a optimisé les choses. Qui plus est, on a essayé d'optimiser les choses en ayant un business model qui nous permet d'avoir un niveau de service et qui est tout à fait adéquat. En pensant les choses de nouveau juridiquement, on a séparé la pharmacie de la parapharmacie et on a permis aux pharmaciens de se concentrer sur le cœur de son métier. Le cœur du métier de pharmacien, mais je ne vais pas vous saouler trop longtemps avec la pharmacie, mais le cœur du métier de pharmacien, c'est de délivrer du médicament. Il a étudié 5 ans, il est super expert et il délivre du médicament d'abord et avant tout. Il est là pour donner des conseils de santé. Par contre, la supplémentation alimentaire, les crèmes pour la peau,
ce n'est pas le métier fondamental du pharmacien. Et dans ce métier-là, il n'y a pas besoin d'avoir la contrainte, les frais personnels de quelqu'un qui a étudié pendant 5 ans à l'université. Le week-end, on peut mettre un student en caisse et essayer d'optimiser encore mieux le coût de personnel. Et on met notre personnel qualifié dans le magasin. Et on a une diététicienne qui a juste 10 fois plus d'heures de spécialisation sur les compléments alimentaires qu'un pharmacien. On met un naturopathe, on met une esthéticienne qui connaît toutes les crèmes dans tous les sens. Et on les met, ces personnes-là qui nous coûtent moins cher, qui ont un conseil encore plus avisé, là où on en a besoin, et on permet d'optimiser comme ça. Et le reste, on le met en libre service. Ça y est, c'est autre chose, et on parlait tout à l'heure de besoins du consommateur. Quand j'ai fait le business plan, j'avais été une formation de pharmacien. Et à cette formation de pharmacien, ils expliquaient, oui, c'est le principe du cordonnier. Quand vous mettez la boîte à chaussures, vous mettez 2 boîtes à chaussures, vous avez déjà presque vendu vos chaussures. C'est pareil avec le médicament. Vous mettez la boîte de médicaments sur le comptoir et elle est déjà à moitié vendue. Donc, allez-y, quoi. Et moi, j'avais en tête les focus group qu'on avait organisés avec les consommateurs qui disaient, mais c'est une horreur d'aller chez le pharmacien. Parce qu'on met des produits sur le comptoir, hop, c'est un peu d'empathie, on se met de l'autre côté du truc, on met des produits sur le comptoir, je me sens en effet obligé de les acheter, je ne connais pas encore le prix, je ne suis pas vraiment sûr d'en avoir besoin, et je ne sais pas s'il n'y a pas une alternative, et je n'ose même pas demander s'il y a une alternative. Et donc, le pharmacien qui se dit, ouais, commercialement, c'est bon, mais son produit sur le comptoir, il est presque vendu, mais le vécu du consommateur, il est juste à l'opposé. Le vécu du consommateur, c'est je me fais arnaquer, je ne connais pas le prix, je n'en ai peut-être pas besoin, et donc il ne demande plus rien, il veut juste se tailler. Et en mettant les produits en libre service comme on les met chez nous, en tout cas pour certaines personnes, ça a une vraie valeur ajoutée parce qu'ils ne s'engagent que ce sur quoi ils ont envie de s'engager. Voilà. Voilà le why. Je pense qu'on va pouvoir passer au sujet suivant, du coup, vos échecs et vos réussites. Augustin, je vais te céder la parole. Donc, Yvan, quand on voit le parcours que vous avez fait, même si vous êtes quand même parfois sorti d'une entreprise, etc., vous avez quand même peu connu l'échec. Et donc, est-ce qu'on peut parler d'un parcours parsemé de réussite? Et donc, qu'en est-il vraiment de cela? Est-ce que c'est possible d'avoir un parcours sans faute et sans échec? Je crois vraiment pas. Et comme je le disais tout à l'heure, je pense que la vie elle est faite de 8 moments de haut et de moments de bas. Je pense que la vie elle est juste parsemée d'obstacles. Et c'est pas pour ça que c'est un échec d'ailleurs. L'obstacle, c'est la formation universitaire la moins chère, pas souvent. Parfois, c'est un peu cher, mais même, c'est une formation qui n'est pas chère. Et on apprend beaucoup plus dans ces obstacles. Et donc, je pense que la vie, elle est forcément parsemée d'obstacles. Et moi, j'en ai eu plein, justement. J'en ai eu plein. On a parlé tout à l'heure du monde des littérateurs. On a parlé tout à l'heure de mes études. J'ai raté un examen. J'en pouvais plus, mais j'ai raté un examen. Mais ça fait partie de... Et c'est là que j'ai probablement appris. C'est le seul examen dont je me souviens, de toute façon. Donc, les autres, je les ai oubliés. Mais celui-là, je m'en souviens. Et puis, quand j'ai fait Divine Cuisine, je me rappelle un exemple, mais il y en a eu 1000. Moi, je n'y connaissais rien. On fait les plats de fin d'année. Les gens réservent pour leur réveillon de Nouvel An des plats chez des littérateurs ou ailleurs. Et c'est nous qui les produisions. On avait quand même quelques milliers de commandes. On travaille nuit et jour. J'avais appelé le banc, l'arrière-banc. Tous mes potes étaient venus m'aider. Mes beaux-parents, mes parents. On travaillait de jour et nuit. Et on avait acheté du saumon. Et donc, à la fin, on commence à cuire le saumon. Et on a acheté du saumon sauvage, mais plutôt que de devenir rose, le saumon, il brunit un peu. Pas très beau, quoi. Pas très, très beau. Mais justement, c'est parce qu'il était sauvage, il n'était pas assez piqué aux hormones, je ne sais pas trop à quoi. Il ne partait pas vers le rose, il partait vers le brun. Ça faisait juste 72 heures que je n'avais pas quitté l'usine, épuisé. Et je vois ce saumon qui devient brun. Je pense à ces milliers de personnes qui vont avoir leur saumon qui ne va pas leur plaire. Et je me rappelle être remonté dans mon bureau, là, au-dessus de l'usine, et m'être mis à pleurer, mais comme un enfant. Vraiment pleurer, on me dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je vais devenir? C'est trop la honte. Voilà. Et la vie, elle est faite comme ça. Et puis le lendemain, une heure après, je me suis calmé, on se calme, on revient. On a simplement mis, comme toutes les bonnes ménagères, la louche de sauce sur le saumon plutôt qu'à mettre à côté. On a caché le truc et on s'en est sorti et on s'en sort toujours. Je veux dire, il y a toujours un moyen. Et puis la honte, ça n'existe pas, quoi. Je veux dire, on s'en fout de la honte. Et la clé, c'est de rester justement calme et de rebondir par rapport à ça. Mais des échecs comme ça, on en a plein. De nouveau, c'était un échec quand le gars me dit non pour faire la cuisine centrale chez Daily Trader. C'était un échec quand avec Vian Gros, on n'a pas la capacité d'aller à l'étranger. Je me dis merde, il faut que je m'organise autrement. Des échecs, il y en a plein. Encore ici avec la crise.
j'avais toujours dit à mes équipes, je dis, je ne veux pas avoir besoin de demander de l'argent à un banquier, parce que votre banquier, c'est toujours votre meilleur ami, il vous prête toujours de l'argent tant que vous n'avez pas besoin d'argent. Le jour où vous avez besoin d'argent, votre banquier n'est plus là. Donc, votre banquier, retenez ça toute votre vie, prenez du pognon quand vous avez du pognon, prenez des réserves de pognon, parce qu'un jour ou l'autre, vous en aurez besoin et le banquier ne sera plus là. Avec l'expansion rapide qu'on a eue, à un moment donné, on a bien tiré sur les banquiers, ils ont fait vraiment bien leur travail. Mais avec la crise maintenant, clac, ils étaient un peu tendus, on n'a donné aucune sûreté, aucune garantie. Et là, on ne s'est plus remboursé nos fournisseurs. Donc, on a besoin de la banque, hein. On a des dettes fournisseurs, hein, comme tout le monde. Des dettes fournisseurs dans votre bilan, ce n'est pas grave, du moins qu'elles restent stables ou qu'elles grandissent, hein, ça vous l'étudiez. Mais le jour où votre activité s'arrête du jour au lendemain, ce qui sont des dettes fournisseurs à échoir deviennent des dettes échues, vous devez rembourser votre fournisseur et vous n'avez plus les moyens de le faire parce que ce n'était pas prévu dans votre bilan, les 15 millions d'euros qui étaient nécessaires dans cette dette-là, vous n'avez pas gardé ce cash-là sur votre compte en banque. Donc ça, c'est une erreur qu'on a fait, on s'est retrouvé un peu limite en cash et du coup, là, ça a été 15 jours ou 3 semaines maintenant horrible, aller chercher 14-15 millions d'euros très court terme, qu'on a maintenant obtenu, mais il a fallu faire des concessions aux banquiers que si on les avait prévues avant, on n'aurait peut-être pas dû le faire. Donc, elle est toujours remplie d'erreurs, la vie, et toujours remplie de leçons à retenir et de choses à ne pas refaire. Et est-ce que je pourrais vous demander, est-ce que vous considérez l'échec comme une réussite quand on le voit d'un point de vue américain? Mais, oui, je ne pense pas que c'est pas seulement considéré, je pense que c'est vraiment la meilleure UNIF, quoi. La meilleure UNIF, c'est celle de l'échec. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, je donnais cet exemple de l'examen. Alors, je ne dis pas quand vous savez que vous avez étudié pour 12, il faut y aller pour 12. Mais si vous avez envie d'avoir 14, prenez le risque de vous taper 10. Prenez le risque de taper 10 et vous aurez appris quelque chose. Et l'échec, donc il faut tenter, il faut croire. Les Belges francophones ne croient pas du tout assez en leur capacité. Alors, il y en a, hein, il y a des jeunes qui se lancent et je trouve ça génial. Et voilà, mais il n'y en a pas assez. Je veux dire, en Flandre, quand on va à la Vlerick, on en voit encore beaucoup plus. En tout cas, ça m'avait frappé à l'époque de voir que c'était un mindset qui était beaucoup plus fort encore du côté flamand que francophone. Et je pense vraiment que voilà, l'échec fait partie de la vie. L'échec fait partie de la vie et c'est même là qu'on apprend le plus, c'est là qu'on grandit le plus. Et donc, c'est pas grave, quoi. On doit être fier de nos cicatrices. Je pense que il y a un proverbe où qui dit ça. Je pense qu'on doit être fier de nos cicatrices et je pense que c'est ce qui fait la beauté d'un homme d'affaires ou d'un homme dans sa vie privée. C'est justement ses cicatrices et ce qu'il a pris comme coup. Il y a une autre image qui est l'image de la résilience. C'est une image japonaise hein, qui dit que la résilience, c'est la capacité pour un corps de reprendre sa forme une fois qu'il a été compressé et il reprend sa forme. Mais c'est aussi, eux, ils utilisent l'image d'un pot. Et dans la culture japonaise, quand vous cassez un pot, vous pouvez le réparer avec de l'or. Simplement, ils disent un pot cassé et réparé avec de l'or est beaucoup plus beau qu'un pot neuf. Et donc, ça fait partie de la tradition japonaise de casser le pot puis de le réparer avec de l'or. Et je pense que ça fait partie de la beauté de ce qu'est la vie, en fait. Donc, si on parle plutôt de réussite, c'est quoi selon vous réussir? C'est plutôt porter un projet avec un impact sociétal ou justement avoir beaucoup d'argent sur son compte en banque Je devrais évidemment répondre à l'impact sociétal pour être bien vu par les students, mais je vais dire autrement. Je pense que réussir, c'est faire ce qu'on est soi-même. C'est accomplir ce qu'on est capable d'accomplir, ce qu'on a envie d'accomplir. C'est donner le meilleur de ce qu'on est capable de donner. Et donc, ça se mesure pour certains en impact sociétal parce que ça les passionne. Moi, ça me passionne. La politique me passionne. Mais pour d'autres, ça ne sera pas un impact sociétal, ça sera un impact sur leur entourage direct. Pour un troisième, ça sera, voilà, est-ce que c'est l'impact sociétal? Ça, une classe, c'est certainement un impact sociétal, mais pour un autre, ça sera juste, je sais pas, faire le meilleur pain. Pour un troisième, ça sera un magasin de vêtements et ça sera un impact interrelationnel qui n'est pas forcément sociétal, mais qui est au moins tout aussi important. Donc, je pense que chacun, la clé, c'est de trouver ce pourquoi on est fait, et puis réaliser ce pourquoi on est fait. Et puis, si c'est rester à la maison et s'occuper des enfants, ça vaut tout autant. Donc, je veux dire, la réussite ne se mesure pas à l'impact sociétal uniquement, certainement pas à l'argent qu'on a sur son compte en banque, qui de toute façon finit par disparaître. Donc, non, il se mesure à qu'est-ce que je suis moi et dans quoi est-ce que je m'éclate, mais allons au bout de ce qu'on est. Ça, c'est clé. Ok. Je vois qu'on reçoit quand même pas mal de questions, donc on va peut-être passer au dernier thème de la conférence. Donc, Quentin. Donc voilà, on va parler à présent de la crise.
donc cette période assez importante de notre histoire. Alors, on aimerait parler avec vous, du coup, de quels sont les impacts que vous avez sur vos activités et quelles sont les mesures que vous avez dû prendre par rapport à cette crise. L'impact, il est assez lourd, hein, parce qu'on avait un bon début d'année, on grandissait bien, on devait encore ouvrir 10 magasins cette année-ci, on en a ouvert 19 l'année passée, et puis du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec 25% de votre chiffre d'affaires. Toutes nos parapharmacies ont fermé, on a gardé nos pharmacies ouvertes, on a gardé notre site internet ouvert, enfin, sauf pendant une semaine. Le site internet a explosé, il n'était pas fait pour ça, il a fait des volumes, faire des volumes tout à coup avec moins de personnes et plus de distanciation sociale. Le même entrepôt, des volumes qui étaient 4 à 5 fois plus élevés. Donc, le site Internet, il a explosé. Le processus opérationnel n'était pas prêt pour ça. Oui, on se retrouve avec 25% du chiffre d'affaires, des dettes à rembourser. Il faut mettre 300 personnes au chômage technique et puis trouver de l'argent auprès des banques et essayer de se relever et passer l'orage. Fondamentalement, si ça réouvre maintenant, le 10 ou le 11, pardon, si ça réouvre comme en 40, l'impact il aura été limité. On aura perdu 1 million, 2 millions, 2 millions et demi peut-être. Par contre, si ça redémarre à 40% du chiffre d'affaires et que ça dure encore 6 mois, ça va commencer à devenir chaud, quoi. Donc c'est compliqué. C'est compliqué une crise comme ça, mais voilà, en même temps, comme on le dit, hein, normalement en période de crise, les moins bonnes entreprises meurent, les moyennes survivent et les meilleures s'améliorent. Donc j'espère qu'on va s'améliorer, quoi. En Donc, tout cas, ce qu'on essaye. pensez-vous que la crise actuelle va impacter donc notre manière de vivre et notre modèle économique? Euh, Comment voyez-vous l'avenir par rapport à celle-ci? Et moi, c'est un sujet hyper compliqué. Et puis politiquement, ouais, on tombe vite dans le politiquement pas correct. Donc c'est dangereux, surtout si c'est enregistré. Mais euh, je pense qu'on a un problème quand même comme société. On a un problème avec la mort, en fait, je pense, au-delà de la crise. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on n'accepte pas des morts non contrôlées, ou on n'accepte pas de ne pas tout faire pour éviter la mort, mais la mort, elle fait partie de la vie. Et je pense qu'il y a un juste équilibre à trouver. Alors, toute mort est inacceptable quand on la vit soi-même. Hein, je veux dire, à titre individuel, quand on a un décès dans ses proches, c'est inacceptable et donc on ne peut pas l'accepter. D'un point de vue sociétal global, je pense quand même qu'on a une surréaction par rapport à tout ce qu'on ne contrôle plus. On a peut-être l'impression aujourd'hui de pouvoir tout contrôler. Je pense que cette crise nous ramène aussi au fait qu'on ne contrôle pas tout, en fait. Et que oui, la mort fait partie de la vie et certainement la mort, quand elle est chez les personnes plus âgées, ça fait hélas partie de la vie. C'est dur, c'est inacceptable, c'est révoltant, c'est tout ce qu'on veut, mais ça fait quand même partie de la vie. Et je pense qu'on ne peut pas arrêter de vivre, en tout cas, à long terme, juste pour essayer d'éviter la mort. Moi, pas en tout cas. Moi, personnellement, je continuerai à skier. Pour l'instant, je continue encore à faire du ski hors piste, même si j'ai des amis qui sont morts en ski hors piste, je continue à le faire. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est pas dangereux? Oui, c'est dangereux, mais en même temps, moi, j'estime que le risque, par rapport au plaisir que j'en ai, quelque part, en vaut la peine. C'est pas pour ça que je prends pas des précautions. Je prends toutes les précautions que je veux. Je prends un harva, je prends une pelle, je mets mon casque quand je vais hors piste, mais j'arrête pas le ski hors piste. Sinon, il faut aussi arrêter la voiture, il faut arrêter de rouler à vélo, parce que c'est vachement dangereux de rouler à vélo, et puis il faut arrêter aussi encore beaucoup d'autres choses. Et donc, je pense qu'il faut prendre des précautions, il faut qu'on prenne des précautions, et certainement les personnes les plus fragiles, hein, on sait que 2/3 des cas ont des cas de comorbidité, donc tous les gens qui sont fragiles et sensibles doivent être encore plus prévoyants et encore plus attentifs, mais on ne peut pas arrêter le monde entier, on ne peut pas arrêter de vivre, en tout cas pas sur le long terme, pour avoir une demi-vie. Moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, moi, je ne vivrai pas comme ça. Et donc, je pense que là, il y a un équilibre à trouver. Et après le choc, il faut quand même qu'on trouve le moyen de vivre avec un degré de risque qui restera présent et qui n'est pas forcément le même pour tout le monde. C'est un des trucs qui m'a étonné, c'est que le déconfinement soit avec le même timing pour tous les gens de tous les âges. Quand on regarde la réalité des chiffres, le taux de risque et d'un impact sur les hôpitaux n'est pas le même à tous les âges. Donc moi, je suis plus dangereux que vous et mes parents sont plus dangereux que moi ou sont plus en danger que moi. Et donc, ils doivent être encore plus prudents. Et moi, je leur déconseille de se déconfiner trop vite. Donc voilà, il y a quelque chose à faire par rapport à tout ça. Enfin, ça, on s'éloigne peut-être un petit peu de la question. Merci. Je pense qu'on va
Vas-y, Vas-y, mais je pense qu'on va passer aux questions du coup de notre public pour Vous parce que voulez. j'avais quand même pas mal. Du coup, peut-être première question, comment intégrez-vous l'intelligence émotionnelle dans votre business en tant que manager? C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Je dis l'intelligence intellectuelle, vous l'utilisez. Le moment où vous êtes le plus intelligent de votre vie, c'est maintenant, c'est quand vous êtes à l'UNIF. Je veux dire, ce que vous faites là maintenant, vous ne ferez jamais un truc plus compliqué que ça, sauf si vous devenez ingénieur dans une entreprise très compliquée. Après, votre vie, elle sera beaucoup plus, d'un point de vue intellectuel, elle sera beaucoup plus simple. C'est pour ça que je réussis. Mais il ne faut pas être un génie. Dans le business, il ne faut pas être un génie, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Par contre, il faut quand même, je pense, avoir un certain feeling des relations humaines, parce que ça, c'est l'élément probablement le plus compliqué, parce justement, ce n'est pas des plus et des moins, ce n'est pas des mathématiques. Et je pense que l'intelligence émotionnelle est vraiment, vraiment fondamentale et plus importante que l'intelligence pure, selon le type de job. Mais certainement comme manager, je pense que c'est beaucoup mieux c'est beaucoup plus important comme manager d'avoir cette compréhension-là, de mettre les bonnes personnes, plus comme un entraîneur de foot, quoi, les bons joueurs à la bonne place sur le terrain, que d'être le meilleur dribbleur de l'équipe, quoi. Et donc, il y a une autre question. Est-ce que dans vos projets, vous avez fait face à d'autres boycotts ou blocages féroces, comme vous avez connu à Gosselies avec votre première pharmacie? Oui, il y en a eu un autre qui était très dur euh, quand j'avais ma société de plats préparés. J'ai engagé un chef, un gars extraordinaire, super intelligent, mais qui avait travaillé pour un concurrent. Il s'était fait arnaquer par le concurrent en question, qui lui avait promis d'avoir des actions, etc. Et donc, à un moment donné, il avait fait exploser cette boîte qui fonctionnait super bien. Il n'avait rien reçu de ce qui lui avait été promis, donc il les avait quittés. Il était venu travailler chez nous. Et il nous a aidé à nous développer, un super type vraiment. Et puis on s'est chopé un procès de ce concurrent, alors qu'il n'y avait aucune clause de non-concurrence. Un cuisinier a le droit de passer d'une société à l'autre, d'un restaurant à un autre, et de profiter de son savoir. Mais ils nous ont vraiment salis sur tout le marché en disant qu'on était des brigands, qu'on aurait volé des secrets de fabrique. Ils ont attaqué de tout feu, action en cessation, action à l'AFSCA, etc., etc. Action pénale. Les flics sont venus et ont pris tous nos ordinateurs. Donc on a dû gagner au pénal, on a dû gagner au civil, en première instance, en appel, au pénal en première instance, en appel. Ils ont été à la Cour de cassation, on a gagné à la Cour de cassation. Ils ont recommencé à la Cour de cassation, on a regagné à la Cour de cassation. Et donc, ça a duré pendant presque 10 ans de procès et de procédure. Et ça, c'est une expérience très difficile parce qu'en plus, on était attaqué sur nos valeurs, ce qui est beaucoup plus frustrant que d'être attaqué juste sur le pognon. Donc oui, non, ça c'est. Oui, on en a. Enfin, en tout cas, celui-là, j'ai connu aussi, quoi. Merci. Peut-être une autre question. Donc, comment MediMarket se situe dans le paysage économique des pharmacies? Les grandes pharmacies vont-elles tuer les petites pharmacies? Non, non, je crois que c'était vraiment la grande peur à un moment donné. Ça me fait toujours penser à Dom Camillo, mais vous ne connaissez peut-être pas, mais quand il y a les premiers supermarchés, c'est le film où un supermarché en Italie, et puis parce qu'il y a un supermarché, tous les autres commerçants vont disparaître. Je ne pense pas, d'ailleurs, on le voit aujourd'hui. Ben, voilà, aujourd'hui, les gens fréquentent plusieurs enseignes. On va chez Colruyt, mais on va aussi au Proxy de l'Aise. Et donc, je crois que chacun va trouver sa voie par rapport à ça. La seule raison pour laquelle les pharmaciens disparaîtraient, c'est s'ils n'ajoutent plus assez de valeur. Ça, j'y peux strictement rien. Si demain les pharmaciens font leur job comme des robots et n'ont pas un petit supplément de service, et s'ils n'ont pas une approche un peu différenciée, si elle est plus perçue, ben, ils disparaîtront parce que s'ils répondent plus à un besoin, ils disparaîtront. Mais moi, ma conviction, c'est qu'il y a la place, en tout cas pour des pharmaciens de qualité, et il y en aura encore plein demain. Ça, je suis quasiment certain. Il n'y a que eux qui peuvent scier complètement la branche sur laquelle ils sont assis. Et donc, vous vous êtes quand même plusieurs fois engagé et lancé dans un secteur que vous ne connaissez pas beaucoup. Donc, ici, il y en a qui se demandent si ça ne vous effrayait pas. Par exemple, vous n'avez pas beaucoup de contacts, vous connaissez peu de gens dans le secteur. Et donc, voilà, comment est-ce que vous vous en êtes sorti? Et est-ce que ça ne vous effrayait pas? Non, et je pense que c'est souvent un piège. J'ai pris aucun pharmacien avec moi pour lancer le business. Parce que si j'en avais pris, ils auraient continué à me dire que c'était pas possible, en fait.
Et donc, je pense que souvent, quand on arrive avec un œil neuf sur un secteur, oui, OK, évidemment, ça a des conséquences et qu'il faut quand même en donner bien s'entourer, mais au départ, il faut garder son esprit vierge parce que ça permet d'avoir justement un regard nouveau et de pouvoir être plus créatif que de simplement refaire ce qui existe. Le danger quand on vient du secteur, c'est qu'on sait ce qui existe et qu'on relit ou on réécrit tout en fonction de ce qu'on a déjà vu. Tandis que quand on vient de l'extérieur, c'est parfois plus facile de réinventer les choses. Merci. Une autre question qui ressortait aussi, c'était quel est votre moteur aujourd'hui? Moteur, moi j'aime bien, je crois que j'aime créer en fait. Je crois que j'aime créer, j'aime avancer. Et puis c'est les équipes. Voilà. L'année passée, j'ai signé un contrat par jour quasiment. J'exagère un tout petit peu, mais j'ai signé 200 contrats d'emploi l'année passée. Et ça, c'est un vrai moteur, quoi. C'est du vrai bonheur que de dire, ben voilà, tous ces gens-là bossent grâce à quelque part l'idée qu'on a lancée à l'époque. Et donc ça, c'est un vrai bonheur, c'est un vrai plaisir. Et donc créer, avancer, je pense que ça, c'est fondamental. Après, voilà, il y a plein d'autres choses que j'aimerais faire. Moi, je dis souvent, la vie aussi faite d'étapes, hein, 23 ans pour étudier, 23 ans pour faire du business, et puis 23 ans pour donner. Donc je ne resterai pas à faire du business jusqu'à mes 60 ans, quoi. Il y a d'autres choses que j'ai encore envie de faire. Enseigner, faire de la politique, faire autre chose, j'en sais rien. Euh, Donc ici, il y en a Yvan qui se pose la question, comment implémenter une idée novatrice ou disruptrice dans la société? Donc, comment être sûr que la société soit prête et y a-t-il une manière de préparer la société psychologiquement à un grand changement? Pas qu'on prépare la société, justement, il faut essayer de mesurer ou de sentir si elle est dans l'attente. On ne crée pas le besoin, enfin, on peut créer le besoin, mais il faut voir si ce besoin répond quand même à une attente. Et pour ça, il faut faire des études. J'ai aussi eu d'autres idées que j'ai étudiées, pour lesquelles j'ai dépensé, je crois, si on se souvient bien, 80 000 euros, juste en études, focus group, études de marché, etc., etc. Et à la fin, l'étude n'était pas suffisamment bonne. Le répondant du marché, que j'étais convaincu que c'était l'idée du siècle, ne répondait pas. Et donc, j'ai laissé tomber tout le projet. C'était entre autres une chaîne de plats préparés vraiment de top qualité surgelés. Parce que moi, ma conviction profonde, c'est que la meilleure qualité au niveau vitamines et autres, c'est le surgelé. En fait, si vous préparez, vous cuisinez et puis directement vous surgelez, de manière très rapide, avec une technologie bien précise, vous pouvez garder toute la qualité des aliments. Sur base de ça, il y avait une chaîne comme ça qui existait en Angleterre. On avait créé un concept de magasin, pas comme Picard, parce que c'était justement très qualitatif, mais de produits surgelés. Et on avait fait toute une série de recettes, de recherches, des focus group. Et puis à la fin, malgré qu'on essayait de convaincre les gens, on arrivait à la limite à les convaincre que notre truc était pas mal, mais on sentait bien que l'effort nécessaire que pour passer l'idée surgelée et qualité dans la même phrase était tellement grand qu'on allait s'épuiser avant d'arriver à développer notre business. Et donc, à un moment donné, c'est dire, OK, j'ai dépensé un peu de pognon, j'ai fait les études. Si l'étude, elle n'est pas bonne, je jette, quoi. Et donc, on a jeté, on a réfléchi, quoi. Merci. Peut-être une autre question. Vu l'allure de votre croissance, avez-vous la volonté de lever des capitaux sur les marchés financiers? Non. Non. Marché financier, c'est du reporting tous les 3 mois. Les marchés financiers ne sont pas faits, je pense, pour les scale-up. Les marchés financiers sont beaucoup plus adéquats quand l'entreprise est beaucoup plus mature que ce qu'on est au jour d'aujourd'hui. Je pense qu'on est beaucoup mieux avec des entrepreneurs, d'abord des familles comme je les ai eues. Moi, j'ai eu des actionnaires fabuleux, vraiment fabuleux, des grandes familles. On critique, et moi je suis le premier à critiquer pour ceux qui ont vu peut-être un peu, j'ai dit qu'il fallait un impôt sur la fortune, enfin bref, qu'il fallait plus d'équité sociale, je pense que, et j'en suis convaincu, mais ça n'empêche que c'est aussi une chance claire en Belgique d'avoir des grandes familles qui ont des moyens, qui soutiennent l'entrepreneuriat, et c'est leur job. C'est beaucoup plus sain que ce profil-là fasse du capital risque. On ne va pas faire du capital risque avec la bourse, ça ne marche pas, quoi. Et donc après, à un moment donné, une fois que l'entreprise est viable, qu'elle dégage vraiment des cash flows
structurée et stable, ben là, on sait faire une valorisation boursière qui est plus autant du capital risque et qui est le bon moment, je pense, pour aller en bourse. Mais ce n'est pas maintenant. Et donc, Yvan, comment expliquez-vous la réussite de MediMarket alors que d'autres entreprises parapharmaceutiques ont, elles, échoué dans ce domaine-là? Qu'est-ce qui vous a différencié des autres Ben, on a démarré avant, hein, certains. Enfin non, non. Disons qu'il y en avait déjà qui s'appelaient You, hein, les magasins You qui existent toujours, hein, qui s'appelaient Equiform il y a très longtemps, puis qui s'appelaient You. Mais leur concept, selon moi, était moins dans la santé, moins orienté dans la santé, moins clair, moins en rupture, parce que ça appartenait à Multipharma, donc moins en rupture par rapport. Et c'est toujours difficile de se faire soi-même concurrence, hein, ça c'est aussi quelque chose qu'on remarque. Très difficile pour une entreprise. C'est rare les entreprises qui ont la capacité à se faire elles-mêmes concurrence. Pourtant, c'est fondamental de se faire soi-même concurrence. Donc, voilà. Et puis, donc ça, c'est ce qui existait. Et puis, il y a un an ou deux, il y a des très chouettes gars qui ont essayé de lancer aussi un concept de parapharmacie un peu comme le nôtre. Mais là, on avait l'avantage d'exister déjà et on a mis un magasin de chaque côté. Ils en ont ouvert 2, dont un à Waterloo. Et on l'a entouré de 2 magasins. Et à chaque fois qu'il bougeait un prix, on bougeait le prix aussi. Et on avait décidé quelque part de le squeezer, quoi. Donc, on a fait tout ce qu'il fallait pour ça. Même si voilà, c'est peut-être un peu guerrier comme manière de parler, mais c'est la réalité à un moment donné. Notre protection, c'est quoi? C'est d'avoir grandi, d'avoir dans le monde, pouvoir commencer à s'améliorer d'un point de vue opérationnel, faire des marques propres, etc. Avoir les meilleurs emplacements. Et s'il y en a un qui arrive, il faut qu'on le contre directement. Merci. Peut-être une autre question. Donc, quel a été l'impact de votre tour du monde sur vos projets professionnels? Je pense que c'est surtout qu'on se recentre clairement et qu'on reprend énormément d'énergie, parce qu'un projet entrepreneurial comme celui-là, ça prend énormément d'énergie, ça demande aussi beaucoup de sacrifices à toute la famille, de sacrifices personnels parce qu'on ne profite pas de ses enfants de la même manière, sacrifices pour la famille parce que voilà, on est moins présent, et puis ça fatigue beaucoup, quoi. Moi, je pense à la cuisine, quand je démarrais la cuisine, je me levais à 5 heures du matin tous les jours pour encoder les commandes. Parce qu'aujourd'hui, je suis peut-être manager de l'année, mais j'ai conduit des camions, j'ai encodé des commandes, j'ai emballé, j'ai renversé des piles de bacs. Voilà, j'ai fait énormément de choses très, très simples. Et chez McKinsey, j'étais le roi de la photocopie et ça fait partie du job aussi. Mais c'est des longues heures, c'est beaucoup d'investissement personnel. Donc, je pense que pouvoir se ressourcer, retrouver de l'énergie comme pendant un tour du monde, j'espère que je vais pouvoir refaire ça à un moment donné avant de redémarrer quelque chose d'autre. Merci. Aussi, il y en a qui se demandent pourquoi est-ce que vous ne mettez pas des produits cosmétiques créés par des jeunes startups belges dans vos magasins MediMarket? Ça fait vrai, mais si la personne a un produit à me proposer, elle peut me l'envoyer. Mais ce n'est pas toujours simple. Les rotations d'un produit sont pas. Il faut que les rotations soient suffisantes pour qu'on y arrive. Et au contraire, en fait, on se rend compte qu'on a quand même au moins 3-4 marques plutôt jeunes, belges, qu'on a référencées. Et les rotations sont difficiles, quoi. Et alors, on se retrouve avec des produits invendus et des stocks qui ne tournent pas et qui font l'immobilisation qui est embêtante. Maintenant, voilà, on n'a certainement pas tout et on peut certainement faire mieux. Merci. Je pense qu'on a fait un peu le tour des questions des participants. Si vous avez peut-être un mot pour conclure cette conférence, on peut vous laisser la parole. Juste, je vois qu'il y a Louis qui demande si on ne devrait pas s'étendre en dehors de la Belgique. Je voyais une question qui passait. Juste pour répondre à ça, on a Belgique-Luxembourg, on a racheté une chaîne en Italie, petite chaîne en Italie. Donc, voilà, pas de chance que ce n'est pas vraiment le meilleur moment pour être en Italie pour l'instant. On a un plan d'expansion assez important ou assez ambitieux qui était planifié en Italie, donc qui maintenant prend un petit peu de retard. Et alors, on a ouvert un magasin en France, mais ça, c'est plus tactique. On n'a plus le temps de parler de ça, mais c'est plutôt pour apprendre à jouer en Division 1, pour être prêt le jour où les Français arrivent ici, plutôt que d'attendre qu'ils arrivent gentiment. Mais donc, voilà, on a en tout cas de l'ambition internationale, mais de nouveau, il faut y aller un peu calmement parce qu'on a encore tellement de choses à améliorer, tellement de choses à faire mieux qu'il ne faut pas non plus se brûler les ailes. Et est-ce que vous comparez parfois à d'autres entreprises qui ont grandi en si peu de temps
Ici, j'ai une question de quelqu'un qui se demande si vous vous comparez à d'autres grandes success stories. Et on n'a rien que des Belges aussi, il ne faut pas non plus exagérer, on n'est pas Walmart, il faut garder la tête bien sur les épaules. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'à notre petite échelle, et ça c'est un point important, même si c'est moins parlant et moins direct pour vous, mais il faut savoir qu'une entreprise, quand elle évolue comme ça, il faut vraiment adapter toutes les structures. Passer d'une culture orale à une culture écrite, passer de la culture de l'exemple à la culture des chaînes de responsabilité. Et ça, c'est très compliqué. Et les personnes qui étaient les meilleures personnes quand on a le couteau suisse, le gars avec qui j'ai démarré, c'était un couteau suisse, il sait tout faire. Quand il touche quelque chose, cette chose arrive. Mais cette personne-là n'est pas forcément la personne qui est la mieux à même à tout structurer à l'avenir. Et donc, c'est tout ça qu'il faut toujours faire évoluer et revoir au fur et à mesure. Et ce n'est pas forcément simple. Il faut vraiment changer avec la taille de l'entreprise. Merci. Voilà. Et Augusta, je peux te laisser la parole. La fin. Alors, mille merci Yvan pour de nous avoir donné de votre temps. Je pense que c'était très intéressant et j'espère que les étudiants en auront appris plus sur le parcours d'un entrepreneur comme vous. Donc voilà, vraiment, je voulais vous remercier. Merci à vous et allons-y. Je veux dire, il y a plein de startups à faire. Il y a plein de trucs à faire. Il y a plein de place pour tout le monde. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Je voulais également remercier donc, nos sponsors, BNP Paribas, Xerius, SpeedDrive et Yann Bruxelles. Et vous donner rendez-vous la semaine prochaine, donc mardi prochain à 18h, pour la conférence de Ustart IX, qui sera sur l'entrepreneuriat digital. Donc voilà, bonne soirée à vous tous et sortez couverts. Merci.